Mesdames, Messieurs, bonsoir. 女士们、先生们，大家晚上好。我们再等几分钟，接下来可能有其他人加入我们。欢迎大家今天来参加我们的讨论会，也欢迎郑蒙先生把荣光临。感谢您接受我们的邀请，今天来举办这次研讨会。我是法兰西大区的城市规划学校校长，我们组织了这一期的专题讨论会。我想简单。a été constitué il y a maintenant presque une année pour étudier, réfléchir avec plusieurs partenaires la question de l'aménagement du Grand Paris, mais pas seulement du Grand Paris comme on va pouvoir le voir aujourd'hui. L'idée avec les 5 partenaires de l'école qui sont, je dois les rappeler et les remercier, donc la Société du Grand Paris, l'Établissement public français de l'Île-de-France, le Grand Paris Aménagement, SNI qui est devenu la Caisse des dépôts Habitat et la Caisse des dépôts. Donc ces 5 organismes ont souhaité et accepté aussi de constituer cette chaire avec l'école. Et l'idée c'est qu'on explore de différentes manières ce qui est en train de changer dans les pratiques d'aménagement. Cette audition rentre en particulier dans un des 4 axes de la chaire, qui est l'axe international, et on a choisi d'organiser, animé par un certain nombre de collègues, une série d'auditions. Donc on invite, et on vous remercie, des experts qui ont vécu de l'intérieur un certain nombre de projets, de processus de décision liés à l'aménagement. Et on a choisi cette année de le faire à partir de grands événements et d'interroger comment les grands événements modifient ou pas des processus d'aménagement à différentes échelles, et comment en particulier les Jeux Olympiques, qui ne sont pas, il paraît, des petits événements, qui sont vraiment de grands événements, ont modifié l'aménagement, c'est-à-dire ont éventuellement amené à anticiper en termes de programmation ou de planification, maintenant avec les leçons qui ont été apprises, là, en l'occurrence pour Beijing en 2008, la manière de faire de la programmation et de la planification liée au transport. Donc, à nouveau, merci pour votre présentation. Donc, la règle du jeu est tout à fait classique. Donc, on aura une présentation animée avec Jean-François Doulet, qui a organisé à l'avant, préparé fortement cette audition et qui va nous aider à remettre en contexte, piloter aussi. Et donc, ensuite, après votre présentation, on aura l'occasion, voilà, de vous poser un certain nombre de questions. Alors, on m'a demandé de rappeler une instruction. Donc bienvenue à bord. Pour écouter, donc il suffit d'ouvrir, il y a un seul canal, et avec le fil du temps vous arriverez à régler le volume. Et voilà, donc il n'y a pas de gilet de secours, mais il y a 2 sorties de secours là-bas. Voilà, c'est là où s'arrêtent toutes les indications très pratiques. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus fluide, donc avec un jeu de questions et de réponses. Vous aurez compris, j'élève la voix, il n'y a pas de micro, mais il y a une captation. On vous remerciera au moment où vous poserez des questions de rappeler votre nom et votre institution d'appartenance et d'élever la voix. Encore plus que ça. Non, de se lever. De se lever, pardon, oui, parce que c'est filmé. Et donc, comme voilà, vous serez aussi filmé, et donc pour la qualité de la captation, pour qu'on puisse partager avec ceux qui n'ont pas pu venir, parce que le classique des auditions et des conférences des transports, c'est que toujours il y a une fois sur 2 un incident avec une ligne de transport. C'est comme aujourd'hui, donc on est rassuré. Et donc, la ligne 4 va sûrement faire arriver encore d'autres personnes pour assister à l'audition. Merci. Donc François, merci à vous. Bonjour à tous, je suis Jean-François Doulet, maître de conférence avec le Dorine de Paris. J'anime le Centre franco-chinois Ville et Territoire. Nous avons une longue tradition de coopération avec la Chine en domaine de l'urbanisme. Et j'ai eu la chance et de longues années de rédiger une thèse sur Pékin. À la fin des 90, je suis donc rendu à Pékin pour essayer de comprendre comment cette grande métropole chinoise était en train de s'adapter à la métropolisation, à l'explosion des mobilités, en particulier à la diffusion d'automobiles. Et il est vrai que Pékin a quand même de grandes particularités qu'il faut garder en tête lorsqu'on va écouter notre ami Zhang Meng présenter. La première, c'est une ville capitale, c'est la capitale d'un empire.
d'un État qui est très centralisé, et c'est une ville qui a toujours été sous, ça rappellera peut-être des choses à certains, qui a toujours été sous l'influence de deux institutions. L'institution locale, la municipalité de Pékin, qui est rang provincial, et l'État central. Et il m'est apparu, alors on verra ça peut-être dans la réponse aux questions, il m'est apparu que l'État central a toujours pesé lourdement sur la destinée de Pékin et a souvent étouffé des initiatives qui auraient pu permettre à Pékin d'être un peu plus autonome dans ses choix de développement. Et du coup, Pékin s'est lancé dans une trajectoire caractérisée par de grosses lourdeurs qu'elle n'a jamais pu vraiment réussir à gérer. L'État de Pékin aujourd'hui la démarque très fortement, le démarque très fortement de l'État de Shanghai aujourd'hui. Pékin et Shanghai sont deux grandes métropoles, mais qui n'ont pas du tout eu les mêmes trajectoires fin XXe siècle, début XXIe siècle. Et c'est aussi à l'aune de cette grande différence avec Shanghai qu'il faut regarder le cas pékinois. Alors, deuxième élément, 2008 a été un grand moment dans l'histoire contemporaine de Pékin, et 2008 a traduit au moins deux grands changements, quantitatifs et qualitatifs. Du point de vue quantitatif, Pékin, les JO de Pékin ont été l'occasion d'accélérer de grands projets, et en particulier d'accélérer de grands projets d'infrastructure. Je viens même de vous en parler. Le nombre de lignes avant et après les Jeux Olympiques a totalement explosé, les lignes de métro. Le réseau routier aussi a été grandement amélioré. Donc les Jeux Olympiques ont été l'occasion effectivement d'améliorer globalement l'accessibilité du territoire pékinois, de soutenir le développement des transports collectifs. Début des années 2000, depuis fin 90 et début 2000, la Chine, le gouvernement chinois, les collectivités chinoises ont beaucoup investi dans les transports collectifs. Pékin en 2008 a été effectivement un moment important de soutien aux transports collectifs. Mais on peut arguer du fait que ça a peut-être été trop tard pour Pékin. Effectivement, Pékin, avant les Jeux Olympiques, avait eu un développement plutôt en faveur de l'automobile, toujours sous l'effet de l'influence du gouvernement central. Et la question qu'on peut se poser, c'est si le changement, là, c'est la dimension qualitative, c'est le changement de politique publique vers plus de régulation à partir des JO et après les JO, ont la capacité de modifier des tendances lourdes, parce que l'une des tendances lourdes de Pékin, c'est d'être une métropole automobile. L'automobile est à Pékin extrêmement présente. Il faut savoir que le taux de motorisation à Pékin sur le territoire de la municipalité est deux fois plus important que la moyenne nationale, et les ménages pékinois sont au moins 3 fois mieux équipés en voiture que les ménages moyens chinois. Donc c'est un territoire qui est très automobilisé, un territoire qui a été bouleversé par des grands projets de restructuration viaire, routière, autoroutière, milieu 90. Et c'est un territoire qui, depuis les JO de Pékin, essaie, par la régulation, de modifier certaines lourdeurs. Alors bien sûr, la trajectoire automobile, mais aussi la pollution de l'air. Vous savez, Pékin subit quand même des effets réguliers de pics de pollution, entre autres liés à sa position géographique. On n'est pas loin du désert, on est sur la trajectoire des grands bancs de sable venus du nord-ouest, mais aussi, bien sûr, dans un territoire très industrialisé et très automobilisé. Voilà, donc la question sur cette culture de la régulation, jusqu'où, comment, on se rappelle qu'en 2011, Pékin a décidé, c'est l'une des rares villes au monde à le faire, a décidé d'appliquer une politique de quotas aux immatriculations. Donc ça, c'est pas nouveau. Singapour l'avait fait, suivi par Shanghai. Singapour et Shanghai, c'était une vente aux enchères. Donc c'était au mieux offrant. Donc on a maintenant pas une immatriculation annuelle et au mieux offrant. Pékin a innové par tirage au sort. Donc chaque mois, vous tirez un numéro et chaque mois, une émission de télé-réalité de type Le Millionnaire, on tourne une roue, etc. et on tire des numéros. Et il y a 100 000 chanceux uniquement par an. Donc cette politique des quotas, elle diminue au moins par 2 les immatriculations réelles. Donc on a 100 000 immatriculations annuelles, alors qu'on a une demande au moins double, voire triple. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de malheureux.
Et ces malheureux, bien sûr, ont des solutions de contournement qui consistent à aller immatriculer son véhicule ailleurs qu'à Pékin, à savoir dans la province du Hebei. Vous savez que Pékin est une grande municipalité, mais elle est entourée. Elle a été extraite en fait d'une autre province plus grande, plus ancienne, qui s'appelle le Hebei. Là où, vous avez vu, on cherche à délocaliser une grande partie, déconcentrer une grande partie des activités de Pékin. Voilà, donc grand changement quantitatif, grand changement qualitatif, que ce grand événement que fut 2008, et ce ne fut pas pour Pékin qu'un événement sportif, hein, ce fut aussi un événement historique hein, du point de vue des changements urbains, aussi bien structurels que politiques publiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Zhang Meng, donc 45 minutes, hein, 30-45 minutes, pas plus, hein, le temps de laisser place aux questions-réponses, et peut-être, bien sûr, revenir, on aura l'occasion de revenir hein, sur des éléments de détail hein, de la présentation, hein, si nécessaire. Merci beaucoup, à tout de suite donc, pour les questions-réponses. Monsieur Douai a fait une présentation très complète sur la situation de Pékin. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements. Merci à l'école d'urbanisme. Ça marche pas, canal 1. Il faut monter le son, on ouvre canal 1 et on monte le son en tournant la petite roue. Il n'y a pas plus d'inquiétude, plus de grand stress. Et je voudrais également remercier à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui ici malgré des problèmes de transport. Voici le titre de ma présentation, les transports avant, pendant et après les JO. Commençons par l'avant olympique. Quelques mots sur le site du centre olympique. Auparavant, il y avait 13 scénarios et nous en avons sélectionné 3. Et pendant la sélection, nous avons pris en compte les facteurs suivants. 5 facteurs. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ces 5 éléments. En un mot, sa disposition générale, l'organisation des jeux, des compétitions, l'équipement des entraînements. Deuxième facteur, comment est-ce que ce site va contribuer au développement de Pékin à l'avenir? Et les infrastructures existantes. Ce tableau nous montre l'état des transports des 3 scénarios privilégiés. Regardez, c'est le scénario, le site de la banlieue du Nord, et le site de Fatou et le site de Yichang. Voici un tableau qui met en parallèle les 3 sites, la banlieue du Nord, Yichang et Fatou. D'abord, la distance qui sépare ces sites et des installations sportives, distance séparant le stade principal et les installations en banlieue, la distance séparant le site et l'aéroport international de Pékin. De ce tableau, nous pouvons voir que le site de la banlieue du Nord bénéficie des avantages importants en termes de transport. Et c'est ce site qui a été choisi pour construire les installations olympiques. L'un des facteurs qui a le plus compté de ce site était que ce site permettait d'assurer que Pékin remporte la candidature de ville hôte de 2008.
si les deux autres sites étaient plus favorables pour le développement de Pékin à l'avenir, mais le site du nord, du banlieue nord, était plus favorable pour organiser les JO. Voici la disposition générale du centre olympique. Nous pouvons en distinguer trois parties. Premièrement, le centre olympique, une zone universitaire et une zone de résidence. J'ai personnellement participé à la planification générale du parc olympique de 2002 à 2003. Donc ma présentation va être concentrée sur le parc olympique. D'abord, pourquoi planifier un parc olympique? Il y a 4 raisons. Premièrement, le parc olympique est situé dans le nord de Pékin. C'est la zone où on connaît un développement rapide et aussi où il y a des infrastructures complètes. Deuxième raison, la construction du parc olympique qui est composé de 14 installations va pouvoir dynamiser tout le quartier. Troisième raison, ce quartier permet d'héberger des infrastructures de transport à long terme. Quatrième raison, pendant les Jeux, nous pouvons nous assurer la fluidité de la circulation. Voici un plan du quartier du parc olympique d'une superficie de 60 km². Nous avons fait la planification en 2002 et elle est valable jusqu'en 2010. Nous avons pris en compte le flux de transport pendant les Jeux et après les Jeux. Ce travail a été achevé en 2003 et entre 2003 et 2008, ce plan a été mis à jour plusieurs fois. Donc je ne vais pas me concentrer sur ce qui s'est passé pendant les Jeux, mais plutôt après les Jeux, comment les JO ont contribué au développement de Pékin. Si vraiment la planification pendant les Jeux vous intéresse, nous pouvons échanger après ma présentation. Parce que je travaille actuellement sur les JO d'hiver. Pour faire la planification du quartier, il faudrait d'abord que nous nous penchions sur les problèmes auxquels peuvent être exposés ce quartier. D'abord, la zone du parc olympique connaît un trafic de transit important, soit 690 000 personnes dans le sens nord-sud et 190 000 personnes par jour dans le sens est-ouest. Et aussi, c'est un quartier où la population s'accroît vite. Par ailleurs, outre le trafic de transit important, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de projets en cours de construction dans le même quartier, de sorte qu'il y aura 2 millions de déplacements par jour dans le même quartier. Si nous nous penchons sur son plan, voici le centre olympique, le parc olympique, le village olympique et des installations. Et puisque le centre olympique change la superficie du quartier,
Initialement, ça prévu le terrain affecté à cet usage était 180 000 km², mais ce chiffre a été porté à plus de 300 000 km², y compris 250 000 km² de développement au sous-sol. 13 installations sont prévues, permettant d'héberger 400 000 personnes par jour. Et les transports seront, une fois les JO sont ouverts, les transports seront mis à rude épreuve. Nous avons remporté les Jeux en 2001 et nous avons commencé à faire la planification pour les JO à partir de 2002. Comme l'a dit M. Doulet, Pékin s'est développé très vite. Surtout, le nombre d'automobiles s'est accru d'une vitesse effrénée. En 2002, il y avait 1,89 million de véhicules à Pékin. Et nous avons prévu que le nombre de voitures allait s'accroître vite. Selon nos estimations de l'époque, il y aurait 3,8 millions de véhicules en 2010. Et qu'en est-il en réalité? C'était 4,8 millions en 2010. Maintenant, c'est 5,7 millions pour le parc automobile de Pékin. Et sur ce schéma, vous voyez le système général des transports de cette zone centrale olympique. Vous voyez, c'est notre zone planifiée et vous voyez le réseau routier actuel. C'est le 5e périphérique, 4e, 3e périphérique. Du 3e périphérique au 5e périphérique, la distance est de 6 km. Alors, comme vous le voyez, le réseau routier n'était pas très bien développé. Le rouge, c'est la voie express. Bleu, c'est des artères primaires. Et vert, c'est des artères secondaires ou des rues ou chaussées secondaires. Donc vous voyez, il y a très peu de ou voies nord-sud. Et puis, il y a beaucoup de cul-de-sac. Donc, il y a cela entrave une fluide circulation de cette zone. Donc à l'époque, ceci était un très grand problème pour le système de transport routier. Sur ce schéma, vous voyez que sur cette zone planifiée, plus de 64% des chaussées ou des voies sont déjà saturées. Ici, en rouge. Alors, cela comprend les autoroutes, les voies express, les artères principaux. Donc, à part le 5e périphérique, toutes les rues ou voies sont déjà saturées, voire très saturées. À l'époque, seulement cette section du 5e périphérique était en utilisation. C'est pour cela que les autres voies étaient déjà saturées. En ce qui concerne le système des bus, à l'époque, il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas de système de transit rapide. Et puis, un autre problème était que, comme il y a peu de voies, les bus doivent emprunter les artères principaux. Donc, il y a beaucoup de bus, mais il y a très peu le taux d'utilisation de bus est très bas. Deuxième question, la prise en charge de bus était très élevée, à savoir 80% de taux de remplissage pour 65% des bus.
Et puis, les bus roulaient à des vitesses très basses, soit 13,5 km par heure. Et puis, la ponctualité des transports en commun sur la surface est très pauvre. Parfois, on attend 20 minutes, on attendait 20 minutes et il n'y avait pas de bus. Et parfois, 5 bus sont venus en même temps. Et il y a également des problèmes de parking et des problèmes de transport de marchandises. J'en passe. En ce qui concerne la planification proprement parlée, nous avons beaucoup travaillé sur la planification et je vais d'abord vous parler des objectifs de la planification. Le comité d'organisation veut transformer la ville avec les Jeux olympiques, à savoir New Beijing et New Olympics. Donc c'est un slogan de l'époque. Pourquoi nouveau? Pourquoi une nouvelle ville? Pourquoi des jeux nouveaux? À savoir, c'était les jeux qui sont concentrés sur le peuple, qui sont environnementaux, qui sont économes en énergie. Et après les jeux, ces principes continuent. Cela léguera un héritage à la ville entière. C'est pour cela que c'est un nouveau type de jeu. Et puis, cette planification doit être mise en œuvre sans aucun problème, à savoir, cette planification doit être pratique. Et puis, il y a d'autres objectifs. Par exemple, il faut pouvoir proposer des services humains, et informatisation, c'est un jeu aussi intégré, c'est un jeu efficace. Donc intégré, cela veut dire que des transports en commun multimodales. Et puis, il faut également avoir un système de transport en commun avancé. Donc cela anticipe les futures demandes en transport en commun. C'est ce que nous avons fait pendant la planification. Comme je vous ai dit, pendant les heures de pointe, 40 000 de personnes pourraient se déplacer sur la zone olympique centrale. Donc comment accueillir ces gens? Comment évacuer ces gens? Il faut pouvoir le faire. Et c'est pour cela que nous avons prévu un peu plus large pour cette zone centrale olympique. Et il faut pouvoir répondre à toutes sortes d'urgences sur cette zone, à savoir avec une certaine flexibilité. Et puis, nous avons également adopté des indicateurs, 4 indicateurs. Par exemple, sur les artères principaux, pendant les heures de pointe, la vitesse doit être élevée, doit être supérieure à 15 km/h. Et puis, pour les bus, 20 km/h. Et puis, pendant les heures de pointe de matin, le taux de remplissage de bus doit dépasser 50%. Et puis, pendant les Jeux, tout site doit pouvoir évacuer le public en dessous de 30 minutes. Comment nous avons planifié concrètement? Comme je vous ai dit, c'est le site nord qui a été retenu. Afin de pouvoir changer la structure générale du système de transport en commun de cette zone, il faut avoir
une vue globale. Donc, il faut adopter des politiques de gestion et d'aménagement du territoire afin de mieux gérer la demande et l'offre des transports. C'est pour cela que, en ce qui concerne l'intensité et la structure de l'aménagement du territoire, cela doit correspondre strictement avec le plan retenu. Donc tout doit être fait à la lettre, selon ce plan. Et puis nous allons réduire la densité d'emploi à l'intérieur du 3e périphérique de 20%. Et puis nous allons augmenter les tarifs de parking afin de pouvoir réduire les gens qui se déplacent en voiture pour aller au travail. Et puis, à l'intérieur du 2e périphérique, nous allons même demander du péage pour entrer en centre-ville. Alors, pour le système des transports en commun, nous avons 4 orientations générales. Tout d'abord, le système routier, le système du rail, le système général des transports en commun. Nous espérons que ces 3 systèmes peuvent se connecter sans faille. C'est un peu comme un échiquier plus une structure radiale. Deuxièmement, c'est un système qui est humain et individualisé. Donc, tout le monde peut utiliser et avoir accès à ces transports en commun. Troisièmement, il y a beaucoup d'installations temporaires pendant les Jeux. Il y avait beaucoup d'activités pendant les Jeux. Donc, nous pensions à combiner les investissements permanents et les installations temporaires afin de conjuguer les deux pour pouvoir investir d'une manière efficace et puis améliorer l'informatisation et la qualité de la gestion. Alors concrètement, nous étions confrontés à cette problématique. Tout d'abord, la circulation sur l'axe nord-sud, surtout la circulation de type transit. Pour cela, nous avons décidé de strictement contrôler l'aménagement du territoire. Je vous ai déjà dit que nous allons contrôler et réduire la densité d'emploi à l'intérieur du 3e périphérique et améliorer et augmenter la création d'emplois dans le nord, dans la banlieue nord, afin de réduire la circulation de type transit nord-sud. Et puis, ce système est dominé par les transports publics. Donc, nous espérons que un maximum de population peut avoir accès et utiliser le système des transports en commun. En 2002, il n'y avait pas de métro dans la banlieue nord. Il n'y avait que des bus. Donc nous voulions déjà construire le métro, le BRT et le train léger sur rail dans la banlieue nord. Et puis, troisièmement, nous espérons aussi construire un corridor nord-sud pour dévier la circulation pour pouvoir faciliter, pouvoir dévier la circulation de cette zone.
là, vous voyez que la zone centrale olympique, de la planification de cette zone, comme je vous ai dit, le maximum de personnes par jour pourrait atteindre 400 000 personnes par jour. C'est pour cela que nous avons des horaires de compétition étalés sur les différents sites de la zone, afin de contrôler le nombre de personnes à 400 000 personnes, afin de mieux gérer le système de transport en commun. Et deuxièmement, nous avons également contrôlé la densité de développement de cette zone, à savoir si les installations ne doivent pas se répéter, car s'il y a trop d'installations similaires, cela attire plus de gens. Et puis, il faut également contrôler le nombre de placements de parking. C'est pour cela que nous espérons que les gens peuvent venir en transport en commun au lieu de voiture. Et puis, en ce qui concerne la configuration du réseau routier, nous espérons améliorer l'accès de cette zone et puis renforcer le rôle des points nodaux tels que les échanges dans cette zone. Et puis, nous avons également des plans d'urgence afin de faire face à de différents problèmes routiers. Pendant les Jeux, nous avons travaillé étroitement avec les services de sécurité et de sûreté. Pendant les Jeux, la sécurité et la sûreté sont les plus importants et toute la planification doit également prendre cela en considération. Et puis, le système des transports en commun doit également refléter les caractéristiques de ces Jeux. Par exemple, le paysage de cette zone. Afin de pouvoir assurer la réussite de ces Jeux, nous avons retenu ce site, la banlieue nord, qui est sur l'axe nord-sud de Pékin. Donc, il y a des demandes ou exigences de paysage. Il y a des différents corps d'eau sur cette zone ou autour de cette zone. Et donc il faut également prendre en considération la verdure et la disposition du système routier. Et puis, nous avons également prendre en considération le confort des piétons. C'est pour cela que nous avons des zones piétonnes et des zones pour les vélos. Et puis, dans cette zone, nous voulons avoir un système de transport en commun intelligent. Donc, j'ai parlé de la zone centrale olympique qui a une couverture de 60 km². Dans cette zone planifiée, sur cette zone planifiée, nous avons retenu des stratégies et des principes de planification, et notamment pour la zone centrale olympique, nous avons des exigences assez pointues
afin de mieux planifier cette zone. Je vais passer sur cette slide. Alors, j'ai beaucoup parlé de cette zone, du pourquoi de la planification. En fait, nous avons un plan stratégique qui est conjugué en 3 scénarios. Scénario A a pour objectif d'améliorer la capacité globale du système de transport en commun. Et ensuite, ce scénario A est décliné encore en A1, A2, A3, A4. Et puis, scénario B, améliorer les installations de transport en commun et en même temps renforcer le contrôle de la circulation. Donc, ce scénario B est décliné en B1. Et puis le 3e scénario, scénario C, c'est similaire au scénario B, mais avec un moindre contrôle ou gestion de la demande. Donc il y avait 7 scénarios au total et nous avons étudié ces 7 scénarios séparément. Comme je vous l'ai dit, nous avons des normes concrètes pour évaluer les scénarios. Voici les critères. 5 critères principaux. Premièrement, la fluidité de la circulation. Deuxième critère, la vitesse moyenne des transports en commun. Troisième critère, la viabilité de ce système de transport. Quatrième critère, la densité des réseaux des transports en commun. Dernier critère, les investissements totaux, le niveau de difficulté pour les mettre en œuvre et les risques dans les opinions publiques. Nous avons donc évalué ces 7 scénarios en fonction de ces critères. Au terme de notre évaluation, voici le plan de transport. Il est assez facile à comprendre, comme vous le voyez à l'écran. La zone des Olympiques est entourée des voies express. Deuxièmement, dans le sens est-ouest, la zone est traversée par 3 artères principales et sud-nord, 6 artères principales. Mais je voudrais souligner sur ce point, dans le sens est-ouest, il y a 3 artères principales, dont 2 sont des tunnels, pour permettre aux touristes et aux spectateurs qui ont assisté au jeu d'être évacués plus rapidement. Voici le plan des transports en commun. Nous avons plusieurs modes de transport en commun. Premièrement, les tramways. Voici un cercle formé par le tramway, mais aussi 2 lignes de tramway. Deuxièmement, dans le sens sud-est, sud-nord, il y a 2 lignes de métro, la ligne 5 et la ligne 8. En dehors de ces 4 lignes, il y a
2 lignes de bus rapides. Troisième mode de transport, les lignes en bleu. Ce sont des lignes de bus. Ce sont aussi des bus rapides, mais moins rapides que ceux marqués en rouge. Dernier mode de transport, les lignes jaunes, ce sont des minibus, des bus de taille modeste. Et ces minibus desservent le cœur du quartier olympique pour que les touristes et les puissent être évacués rapidement. Je viens de vous faire la présentation de la construction du réseau routier, mais aussi de la planification des transports en commun. Maintenant, je vais vous présenter les politiques de régulation de transport. Par exemple, sur la politique pour réguler le parking, la politique d'aménagement des terrains. Je peux résumer en 2 chiffres pour présenter notre politique d'aménagement urbain. Premier chiffre, à 2010, seulement 50% d'aménagements du territoire sont réalisés sur le terrain. Deuxième chiffre, sur une superficie de 60 km² entre 2002 et 2010, il y aura seulement 50% d'augmentation d'utilisation de terrain. Et nous avons aussi prévu de créer 50 000 emplois dans la banlieue du Nord. Avec ces estimations, en 2008, nous sommes optimistes que la fluidité des transports pouvait être garantie en 2008 pendant les JO. Je viens de vous présenter la planification du quartier olympique, puisque les stades sont éparpillés un peu partout dans la ville de Pékin, par exemple dans la ville de Chuanyi, où les sports aquatiques ont lieu. Cette ville de Chuanyi a aussi fait des préparations importantes pour organiser les JO. Voici un plan vous montrant la construction du réseau routier en vue d'organiser les JO. J'aurais aimé que cette image soit plus grande pour que vous puissiez voir les détails. Les lignes rouges sont des autoroutes. En Chine, nous distinguons des nationales et des départementales. Les lignes rouges sont des nationales et vertes départementales. Les lignes rouges sont des routes en 2 sens. Il y a aussi des autoroutes en sens unique. Nous avons construit le cercle formé par la ligne rouge, soit la 6e périphérie. Le cercle le plus petit, au cœur, est la 5e périphérique. À l'époque, seulement une partie de la périphérie, de la 5e périphérique, était construite. Il y a aussi des artères principales dans le sens est-ouest pour désengorger le centre-ville et permettre les athlètes d'aller à la ville de Chuanyi pour assister aux sports aquatiques.
Aussi un plan plus en détail, mais il ne porte que sur l'intérieur de la 5e périphérique. Les installations olympiques sont éparpillées dans la ville de Pékin. Les athlètes sont hébergés au village olympique pour que ces athlètes puissent se déplacer facilement entre les différentes installations. Nous avons prévu des transports, des aménagements de transport. Les lignes pointillées, regardez, les lignes pointillées marquées en rouge, celle-ci aussi, et celle-ci, sont des voies express prévues avant les JO et achevées avant les JO. Il y a aussi des voies réservées pour les JO. À l'époque, les différentes installations olympiques sont desservies sont reliées non seulement par les voies express, mais aussi des différentes lignes de transport. Il faudrait que tous les travaux soient achevés avant 2008. Donc il a fallu une planification au détail. Voici le plan des métros. En 2002, nous avions seulement 54 km de lignes de métro. Pour accueillir les JO, nous avons prévu de construire 200 km de lignes de métro, soit 150 km à construire. La ligne verte est une ligne express pour aller à l'aéroport. Voici un état de lieu des transports entre 2001 et 2008. Commençons par les investissements. En l'espace de 7 ans, nous avons investi 175 milliards de yuan. Et en 2007, le nombre total d'investissement est 5,2 fois le montant de 2001. Et les transports représentent une grande partie des investissements de la ville de Pékin, soit 3 fois plus important que la vitesse des investissements en transport s'accroît 3 fois plus vite que ceux des investissements dans toute la ville. Deuxièmement, l'aéroport. Nous avons construit le 3e terminal de l'aéroport et la capacité des transports est passée de 32 millions à 83 millions. Troisièmement, la construction d'autoroutes. Nous avons construit des autoroutes allant jusqu'à 280 km. En ce qui concerne les routes, entre 2001 et 2007, il y a eu une augmentation de 50%. Et les métros, nous avons construit 150 km de lignes de métro. Nous avons aussi construit une nouvelle gare, la gare du sud de Pékin. Elle a été achevée le 1er août 2008, alors que les JO ont ouvert le 8 août, soit une semaine plus tard. Cette gare occupe une superficie importante et nous l'avons construit en l'espace de 2 ans. Ça fut une véritable prouesse.
Et nous avons le TGV chinois a commencé à rouler en 2007. Et la station de départ est la gare du sud de Pékin. Et j'en passerai pour les mesures de limitation de circulation pour les véhicules motorisés. Voilà ma première partie de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Une salle de questions maintenant. On peut complètement passe, effectivement, comme ça on aura des questions. Voilà, donc il y a 3 temps, donc l'avant, le pendant et l'après. Donc on peut effectivement commencer à prendre quelques questions. 咱们先回答几个问题，不然那等会儿整个都讲完之后，问题就太多了。 Les objectifs, la situation en 2001-2002 et la capacité à se projeter dans un contexte de fort développement, de forte croissance 6 à 7 années plus tard. Donc Franck Bazer, établissement public foncier. Ma question c'est une question de B aussi. On est vraiment, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant la logique de planification, de canalisation de flux qui est évoquée. Comment vous avez intégré la question de l'intermodalité dans cette planification? L'intermodalité, le changement de mode à l'occasion d'une... Nous avons surtout pris en compte 2 facteurs. Le premier, il faut que la distance entre le changement de mode de transport soit limitée. Par exemple, je sors du métro et je trouve un arrêt de bus immédiatement. Ou bien, il y a des vélos publics à ma disposition à la sortie du métro. Je pense que c'est le facteur le plus important. Deuxième facteur, les politiques publiques. Je sors du métro pour prendre le bus. Est-ce que je dois acheter un autre billet ou pas? En l'occurrence, c'est le même billet pour le métro et le bus. Ou je peux faire combien de changements avec un seul billet? Bien sûr, ce sont des questions de détail et je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, quand je change de mode de transport, est-ce que je suis toujours dans un environnement agréable? Voilà ma réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être une deuxième question, on passe au... Il y a 2 minutes encore. Oui, plusieurs questions. Je m'intéresse en particulier. Je préside une association qui prépare un événement sur l'impact des JO sur l'immobilier francilien. Je suis très intéressé par ça. Ce que vous avez montré, si j'ai bien compris, c'est vraiment une transformation de l'ensemble du système de desserte, alors de la zone olympique, si j'ai bien compris, de l'ensemble de l'agglomération, on va trouver une bonne partie de l'agglomération à l'occasion des JO, c'est très très impressionnant. La question c'est, s'il n'y avait pas eu les JO, est-ce que ces choses-là seraient passées, repris 10 ans de plus, ou en quoi le fait qu'il y ait les JO a accéléré ce mouvement? De toute façon, j'imagine, allait se faire à un moment où...
Donc c'est une question intéressante. Pour tout vous dire, l'État chinois a toujours voulu organiser les JO. C'est vraiment une volonté politique et nous en rêvons depuis 100 ans. Puisque Pékin a l'occasion d'organiser les JO, nous devons beaucoup investir, donner le meilleur de nous-mêmes pour accueillir les visiteurs venant de partout du monde. En 2001, si vous en rappelez, en 2001, nous avons remporté les Jeux et Paris va organiser les Jeux en 2024. Et pendant la stade de candidature, la ville hôte fait des promesses et ces promesses doivent être tenues. En 2001, Pékin a fait des promesses et il faut absolument que nous y tenions en 2007 et 2008. D'où l'effet stimulateur des JO pour les transports à Pékin. Deuxième raison, Pékin, c'est la capitale de Chine. Et elle est capable de mobiliser des ressources importantes. Et ces ressources sont indispensables pour assurer la rapidité de la construction des transports. Catherine Barbet, Société du Grand Paris. Peut-être pour continuer avec ce que vous venez de dire, j'aurais voulu savoir qui a payé toutes ces infrastructures de transport. Est-ce que c'est totalement l'État ou est-ce que la ville de Pékin a dû payer aussi et différer d'autres projets pour tout investir dans les Jeux Olympiques, la province, enfin bon, comment ça s'est passé finalement? 其实这里边投资啊，刚才已经说了，7年累计投资了1700多亿。Il y a 175 milliards de RMB ont été investis pendant 7 ans. Alors d'où vient cet argent? Avant de venir à Paris, j'ai fait un peu de recherche. Je ne sais pas comment vous allez payer tout ça à Paris, mais pour Pékin, nous, on a fait comme ça. Alors, il y a des entreprises d'État et des entreprises privées à Pékin. Alors, beaucoup de constructions, telles que la construction des rues, des routes, du rail, sont assurées par des entreprises d'État respectives. Alors, donc, comme vous le savez, ces entreprises, c'est des entités plutôt commerciales. Par exemple, pour le réseau ferroviaire, la construction est assurée par des prêts, par exemple. Il y a également une partie des fonds publics. Donc, j'ai un peu regardé les chiffres. 110 milliards de RMB est venu du gouvernement. Le reste a été rassuré par les entreprises en différents modes d'opération. Et les pertes ou les recettes sont également assurées par ces entreprises. Voilà ce que nous avons fait à Pékin. Donc, 10 milliards des contribuables. Je ne sais pas si je suis clair. On va poursuivre sur la deuxième partie, qui est la régulation du trafic durant les Jeux Olympiques. On aurait inutile la troisième sur l'après, comment depuis on planifie, on régule les transports.
Donc la première partie concerne l'avant-jeu, qui représente le gros de ma présentation d'aujourd'hui. Alors, pendant les Jeux, je vais vous parler des différentes mesures de régulation de la circulation, les différentes politiques et mesures prises. En fait, il y avait deux phases. La première phase est du 1er juillet au 19 juillet de 2008. Il y avait c'était une phase pilote pendant laquelle différentes mesures ont été essayées. Par exemple, les voitures les plus polluantes, celles avec un macaron jaune, sont interdites de circulation pendant toutes ces périodes. Pendant les Jeux, ces voitures avec macaron jaune sont interdites de circulation, clair et net. Et puis, les voitures appartenant aux autorités publiques, 30% des voitures appartenant aux autorités publiques sont interdites de circulation. 30% des voitures publiques, si on peut ainsi dire. Et puis, troisième mesure est d'encourager de moins prendre les voitures et plus les transports en commun. Et puis, la déviation des camions. Et pour les voitures qui doivent entrer à Pékin, ils doivent correspondre aux normes d'émission nationales afin de pouvoir entrer au centre-ville. La deuxième phase est du 20 juillet au 20 septembre. Donc, pendant ces 2 mois, des mesures de régulation de circulation sont prises et exécutées d'une manière encore plus stricte par rapport à la première phase. Donc, les voitures avec macaron jaune sont interdites sur la totalité du territoire de la municipalité de Pékin. Et puis, il y a aussi une circulation alternée entre les voitures des plaques de nombres pairs et de nombres impairs. Donc, pour les nombres impairs, ils peuvent entrer sur Pékin pendant les jours impairs, ainsi de suite. Donc, c'est une circulation alternée, soit 50% des voitures sont enlevées du circuit. C'est une mesure clé pendant la deuxième période. Et puis 70% des voitures appartenant aux autorités publiques sont interdites de circulation. Et les voitures venant de province doivent respecter aussi la circulation alternée pour pouvoir entrer à Pékin. Et puis les véhicules qui entrent à Pékin doivent respecter les normes d'émission nationales. Et puis, il y a aussi une déviation des camions venant de province. Deuxième mesure prise est les voies dédiées olympiques en fonction des demandes de la circulation, en fonction des demandes athlètes, entraîneurs, officiers, en fonction de leurs horaires d'arrivée, de départ, d'entraînement et de compétition. Des voies peuvent être utilisées uniquement pour le trafic, la circulation olympique, soit à peu près 200 km, afin de relier les sites, les installations. Donc, ce sont des voies dédiées olympiques. Troisièmement, en ce qui concerne les transports en commun et le transport des marchandises. Donc,
améliorer l'efficacité et la prise en charge des transports en commun. En ce qui concerne le transport des marchandises, il est autorisé seulement les transports de marchandises qui sont absolument nécessaires pour la vie de tous les jours. Donc, réduire les flux de transport de marchandises au minimum. Par ailleurs, nous avons mis en place un système d'heures de travail différées. Nous avons distingué plusieurs catégories d'entités. Première catégorie, les entreprises d'État. Ils travaillent de 9h à 17h. Les grands magasins ont reporté leur heure d'ouverture d'1 heure. Au lieu d'ouvrir à 9h, ils ouvrent à 10h. Mais ils sont autorisés à prolonger leur heure de travail le soir. Pour les autres entités, ils travaillent de 9h30 à 17h30. Et nous avons aussi encouragé le travail à distance et encouragé les employeurs d'adopter des heures de travail plus flexibles. Et afin d'assurer que ces mesures de restriction de circulation soient durables, nous avons aussi mis en avant des politiques pour aider les ménages. Par exemple, un ménage possède 2 voitures et les 2 sont véhiculées numéro pair. Alors nous leur proposons de changer l'une des plaques. Et tous les jours, de minuit à 3 heures du matin, tous les véhicules, quelle que soit leur immatriculation, peuvent circuler. Si il y a la même voie, héberge voie réservée et voie réservée aux Jeux Olympiques et voie réservée aux bus, alors un véhicule peut emprunter la voie réservée au bus. Et pour les voitures interdites de la circulation, ils sont exonérés de 3 mois de frais et de taxes. Et tous ces efforts que nous avons déployés ont contribué à la réussite des JO. Voici un résumé des effets des mesures de restriction de circulation. Pendant les JO, 1,85 million d'automobiles sont interdites de la circulation, soit plus de 50%. Et le système des transports publics accueille un nombre plus important de passagers, soit 45,5% de plus. Et son efficacité a été augmentée de 10% pour atteindre 45%. Et vous pensez peut-être que nous avons manipulé les chiffres, mais en réalité, ces chiffres sont tout à fait honnêtes. Notre système de transport en commun était surchargé parce que les principaux moyens de transport en commun étaient le bus et non pas le métro. Nous avons augmenté la fréquence des bus et j'ai assisté personnellement à cette situation. Les chauffeurs de bus ainsi que ceux qui travaillent dans les bus étaient surchargés. La vitesse de la circulation a aussi été augmentée de 28,5% aux heures de pointe le matin et 24% aux heures de pointe le soir.
Et le plus important, nous avons construit 150 km de lignes de métro. Grâce à ce réseau de métro, nous avons pu évacuer les spectateurs en l'espace de 75 minutes pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Voilà ma présentation sur l'épisode pendant les JO. Je suis ouvert à toute question. Kelly et ses défauts. Il est pas réservé sur les autoroutes. C'était quelle importance de kilomètres? Est-ce que ça couvrait toute la ville ou juste autour du village? Est-ce que vous souhaitez que je revienne à une page en particulier ou... Tout simplement savoir l'importance. Combien il y avait de kilomètres de voies réservées? 就是不是您前面讲的，就是我只是想知道一下。pendant les jeux, c'est pendant les jeux， 赛时的时候。啊，赛时的时候。赛后也要讲。赛时的时候，现在刚才已经说了。Voici le plan d'autoroute pendant les jeux. Nous avons construit la 5e et la 6e périphérique pour accueillir les jeux. C'est le grand cercle et celui petit. Et en 2008, il y a des autoroutes. Et aujourd'hui, elles sont ouvertes à titre gratuit au grand public parce qu'à l'époque, on payait des frais pour entrer sur les périphériques. Pendant les jeux, les véhicules immatriculés ailleurs qu'à Pékin étaient soumis à des contrôles sévères. Et grâce à ces deux périphériques, nous avons pu évacuer les spectateurs parce que ces deux périphériques sont reliés aux artères principales. Bien sûr, il y a d'autres politiques, par exemple des voies réservées aux véhicules des Jeux Olympiques et seulement ceux qui sont athlètes peuvent emprunter ces voies réservées. Pour les résidents du quartier, nous leur avons encouragé d'emprunter les transports en public. Donc nous avons pu fluidifier les transports et la circulation. Et nous avons interdit l'accès des camions à la ville de Pékin. Et ces camions peuvent emprunter la 6e périphérique pour ne pas entrer à Pékin. De la population de la ville de Pékin pour intégrer aussi rapidement autant de contraintes. Je suis moi-même issu de Pékin. Donc, pour moi, ces mesures représentent à la fois des contraintes mais aussi des avantages. Pendant les Jeux, nous bénéficions d'une sorte de vacances parce que nous avons des heures de travail plus flexibles. Nous pouvons travailler depuis chez nous. Et comme je vous ai déjà parlé, 50% de véhicules sont interdits de la circulation. Donc, on circule beaucoup mieux. Donc l'expérience de conduite s'est beaucoup améliorée pendant les Jeux. Troisième et plus important avantage pour les résidents de Pékin. En tant que résidents de Pékin, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir accueillir les Jeux. Donc nous devons tout faire pour accueillir les Jeux.
Je pense que c'est le facteur le plus important. Et du coup, parmi toutes ces tentatives de régulation, est-ce qu'il y en a certaines qui ont pu perdurer par la suite ou être réemployées à d'autres moments, dans d'autres contextes, même dans d'autres villes chinoises? Voilà, je profite de cette question pour vous inviter à passer dans la troisième partie, qui est l'après, puisque il y a une partie des réponses à votre question qui se trouve dans la gestion de l'après. Kaima. Maintenant, je vais vous présenter le post-olympique. Pour voir qu'est-ce qui a changé après les Jeux olympiques. Voici une vue aérienne du parc olympique. Voici le nid d'oiseaux, le stade principal, et à côté, le plan général. Et ces espaces verts ont été bien aménagés. Et nous avons limité la vitesse de construction. Donc certains espaces restent en cours de construction. Voici le nid d'oiseaux. Une autre photo, vue de profil. Voici une vue de soir. En ce qui concerne le post-olympique, voici un tableau qui vous présente l'état des transports actuels. 2001, 2008, 2016, il y a 2 ans, fin 2016. Les dernières statistiques que je possède, c'est 2016. Voici les autoroutes. Entre 2001 et 2008, elle s'est accrue d'une vitesse de 5,6%. Et entre 2008 et 2016, 1% par an. Donc, pendant les années avant olympiques, les autoroutes se sont accrues à grande vitesse. Pardon, je me corrige. La première catégorie est autoroute et deuxième catégorie des autoroutes à grande vitesse et troisième catégorie des routes normales. Quatrième catégorie, le métro. Voici la longueur des lignes des transports publics. En résumé, entre 2008 et 2016, nous avons priorisé les métros. Le métro s'est accru à une vitesse supérieure à 10% par an. Entre 2000 et 2016, elle s'est accrue d'une vitesse de 14,1%. Et je passe maintenant aux automobiles. En 2002, nos estimations étaient telles. Nous avons estimé qu'en 2010, il y aura 3 millions de véhicules. Or, en réalité, en 2010, il y avait 4 millions de véhicules. Et en 2014, 5,59 millions de véhicules. Et aujourd'hui, 5,7 millions de véhicules. Voici la longueur des voies réservées aux bus.
Je pense qu'à Paris, vous avez le même système des voies réservées aux bus. Elle est en constante croissance à partir de 2005. Donc nous avons priorisé les transports publics et ce, dans tous les aspects, le métro comme le bus, et cet effort ne s'est pas arrêté après les JO. Et voici en état de lieu de structures de déplacement. Comment les structures ont évolué. Nous pouvons voir de ce tableau que première caractéristique, le métro représente une part de plus en plus importante. Deuxièmement, et je n'en suis pas fière, la part du vélo diminue. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Qu'en est-il pour le bus et les voitures? Les parts n'ont pas beaucoup évolué. La part de véhicules a d'abord augmenté et puis décru. Voici 3 plans montrant l'état de circulation. Le premier plan a été montre un jour en décembre dernier l'état de circulation pendant aux heures de pointe le matin. Le rouge représente des voies à vitesse réduite. Vert, des voies où il y a une vraie fluidité. Et le deuxième plan montre le même jour, mais aux heures de pointe le soir. Si on compare les deux plans, nous pouvons comparer le centre-ville et la zone olympique. Nous pouvons voir que au centre-ville, tout comme dans la zone olympique, on circule très mal. Voici une graphique montrant le nombre de passagers dans le métro. Aux heures de pointe le matin, quand les Pékinois vont au travail. Et dans la partie du nord, le métro dessert la zone olympique, la ligne verticale sud-nord et la ligne 4 qui traverse le quartier olympique. On peut voir de cette graphique que la ligne 4 est surchargée et sans ces deux lignes, le centre-ville aussi bien que la zone olympique seront encore difficiles à circuler. Maintenant, je vous présente les politiques de contrôle de trafic actuellement mises en place. Premièrement, la politique de restriction d'automobiles. Un jour sur 5, il y a de la restriction. Et ce jour varie de semaine à semaine. Deuxièmement, politique de restriction d'achat de nouveaux véhicules. Aujourd'hui, il y a 5,7 millions de véhicules à Pékin. Ce nombre n'a pas beaucoup évolué si on le compare au nombre de 2016, soit 5,5 millions. Et bien c'est parce que nous avons mis en place une politique empêchant les Pékinois d'acheter de nouveaux véhicules. Par ailleurs, nous avons augmenté les frais de parking.
Et nous avons mis en place des heures de travail différées. C'est une politique que nous avons gardée après les JO. Maintenant, je vous présente les différents quartiers de Pékin et leur planification. L'année dernière, l'autorité centrale a validé ce nouveau plan de quartier de Pékin. Sur ce plan, nous pouvons voir que l'État met en avant la densité du réseau routier. Elle doit atteindre en 2035 8 km sur 1 km², soit une augmentation de 100% par rapport à l'avant. Bien sûr, nous construisons des artères principales, mais aussi des artères secondaires et d'autres petites rues. Et voici le réseau routier. En ce qui concerne les autoroutes, elle n'a pas beaucoup évolué. Entre 2020 elle atteindra et 2035, elle passera de 22 500 km à 23 000 km. Alors la distance ou la longueur du système ferroviaire de la ville, donc c'est jusqu'à 2020 au lieu de 2035. C'est ce que vous voyez sur le PowerPoint. Car ceci est un problème assez sensible en Chine, car il est lié à des développements immobiliers. Alors, d'ici 2035, nous allons arriver à 2500 km du système ferroviaire. D'ici 2020, 1000 km. Voici la planification pour le système ferroviaire. Voici ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste encore un peu de temps pour quelques questions. Oui, bonjour, Marie de la Place, Université de Paris Aix-Marne-la-Vallée, École d'urbanisme de Paris et représentant aussi l'Observatoire de recherche sur les méga-événements ORM. On a organisé la semaine dernière pendant 2 jours un colloque sur les Jeux Olympiques, état de l'art, où étaient présents un certain nombre de chercheurs. Et sur les aspects environnementaux, un des chercheurs a présenté l'amélioration de la qualité de l'air pendant les JO à Pékin, amélioration qui a été jugée extrêmement importante. Et on comprend pourquoi, puisqu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Mais je voulais savoir, après les JO, qu'en est-il? Est-ce que l'amélioration de la qualité de l'air a perduré, ou bien est-ce qu'on est revenu au niveau initial? Merci. En effet, pendant les Jeux, afin d'améliorer la qualité de l'air, l'État a beaucoup fait pour améliorer la qualité de l'air, non seulement pour la municipalité de Pékin, mais également autour de Pékin. Ces résultats ont profité, ont créé un merveilleux temps pendant les Jeux. Je crois que ceux qui sont allés ont adoré le temps qu'ils faisaient pendant les Jeux. Et nous aussi, en tant qu'habitants, nous avons adoré aussi. C'est un bleu olympique pour nous. Donc, pendant les Jeux ou pendant les grands événements, nous avons les chances d'avoir le bleu olympique.
Alors, tous ces efforts consentis concernent la réduction de production ou de fabrication de certaines usines ou certaines entreprises. Mais à court terme, donc après les Jeux de 2008 à 2016, si vous regardez la situation de Pékin, vous aurez pu voir que en 2013 et 2014, la qualité de l'air a détérioré de nouveau. Donc, ceci montre que, pour moi personnellement, c'est lié à la phase de développement de cette région ou de cette zone. C'est pour cela de 2014 à 2016, Pékin a travaillé avec la province du Hebei et la ville de Tianjin pour une coordination conjointe de ces trois communes, c'est-à-dire un plan conjoint de Tianjin, Pékin et Hebei. Plus correctement, ces plans est appelé les lignes directrices du plan de Pékin, Tianjin et Hebei. Un point saillant de ce plan concerne justement la protection environnementale et la planification industrielle. Dans ces trois communes, sous ce cadre, Pékin a également adopté leur propre plan à moyen terme. Et puis Tianjin et Hebei ont également leur propre plan. Dans le plan de Pékin, la qualité de l'air est aussi très importante. Donc d'ici, en 2014, en 2015 jusqu'à aujourd'hui, 2018, notamment à partir de 2016, pour ces 2 dernières années, Pékin et les villes environ ont vu plus de jours avec une qualité d'air améliorée. Mais c'est bien sûr moins bien que la qualité de l'air à Paris, ça c'est sûr. Mais nous espérons que nous pouvons avoir une meilleure qualité pour toujours. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler. D'autres questions? 有没有别的问题？ Deux questions. Une qui est sur la symbolique, dans le choix que vous avez fait du site. Est-ce que le fait que ce soit sur l'axe nord-sud de la cité interdite était quelque chose d'important? Nous, à Paris, on a un axe historique comme ça, qui marque toute l'histoire du pays. Est-ce que il y avait cette symbolique qui était importante? Et puis, une question vous avez indiqué que vous cherchiez à avoir un équilibre entre l'habitat et l'emploi, si vous l'avez compris. Vous déplacer un certain nombre d'emplois du centre-ville vers la périphérie. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez créé de nouveaux quartiers tertiaires, par exemple, des zones industrielles? Enfin, quelle est la politique générale derrière ça? Et est-ce que dans cette politique, les aéroports, et le nouvel aéroport en construction, jouent un rôle important pour accueillir cette activité? 是不是起到作用？可不可以大概说一下为什么选择北边？第一个是对的。Oui, vous avez raison. C'est l'axe nord-sud de Pékin. Ici, c'est la cité interdite. Donc, c'est certains. Non, historiquement, c'est un axe très important. Il y a 2 axes à Pékin. Est-ouest, la rue Chang'an ou le boulevard Chang'an, et nord-est, l'axe nord-est, nord-sud. Donc le boulevard Chang'an existe, donc cet axe est physique qui est concrétisé par le boulevard de Chang'an.
Mais l'axe nord-sud est un axe imaginaire. Donc, cette zone se situe au nord de la cité interdite, soit la tête du dragon, symboliquement parlant. Donc, si vous voyez le feng shui ici, c'est un dragon. Voilà. C'est ainsi la conception a été faite. Vous savez, le Chinois adore le dragon, bien sûr. Et actuellement, nous sommes en train de travailler là-dessus, à savoir Shenyi. Le patrimoine immatériel pour cet axe nord-sud. Nous sommes en train de déposer le dossier de candidature pour le patrimoine immatériel. Donc cet axe nord-sud est super important pour Pékin. Un petit point d'histoire, l'axe 说一下历史哦，东西轴这个轴线是49年建政之后毛主席所建的这条路，就是为了平衡南北轴线。所以呢，除了这个风水之外呢，还有这个政治方面的因素在里头。对于机场的建设呢， ce qui concerne l'aéroport, alors l'aéroport capitale ici, et nous sommes en train de construire ici un nouvel aéroport ici. Donc ces deux aéroports dans l'avenir sont de la même taille. Chaque année, 100 millions de passagers. Et en ce qui concerne les emplois, la création d'emplois, en fait, autour de l'aérodrome actuel, il faut augmenter les zones résidentielles. Il y a déjà l'aéroport et ici un parc logistique ou industriel. Donc autour de l'aéroport actuel, peut-être il faut augmenter les résidents là-bas, mais en même temps, c'est pas très propice pour les quartiers résidentiels à cause des bruits. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Donc en fait, vous avez expliqué qu'il y a donc l'une des premières mesures, c'est plutôt la réduction de la demande de transport, et vous avez donc justement évoqué deux mesures, en tout cas dans le périmètre du parc, qui était d'une part une très forte limitation justement de la construction, donc des développements urbains, et deuxièmement justement ce qui était évoqué, c'est-à-dire quasiment l'interdiction de la création d'emplois au sud du troisième périphérique, et puis la création volontaire d'emplois. Sur le premier aspect, est-ce que vous pourriez rappeler, expliquer comment marchent les régimes fonciers, donc comment vous arrivez à décider qu'il n'y aura pas de développement urbain, et donc qui est très très faible, et deuxièmement, comment et quels sont les instruments qui vous permettent de décider qu'il y aura de l'emploi là et qu'il n'y en aura pas là, avec un instrument vous le faites. Et la deuxième partie de la question, c'est, là vous l'avez fait d'une manière volontariste pour les JO 2008, est-ce que vous avez pu le redévelopper, enfin en tout cas le reproduire pour d'autres zones, au-delà des installations que vous avez développées de transport à la fois autoroute, voies et autoroute et transports en commun? 第一个呢，就是说，我想说呢，我想，对于北京和巴黎来讲， Pour Pékin, que ce soit pour Pékin ou Paris, en 2002, c'était deux villes complètement différentes. La ville de Paris est plus stable, mais la ville de Pékin était en train de se développer d'une vitesse fulgurante. Donc, la terre ou les terrains est un marché à Pékin, comme vous le savez. Les entreprises, en tant que développeurs immobiliers, veulent développer un max de terrain pour avoir plus de profit.
Donc, avant les Jeux, les développeurs voulaient plus de terre, d'être 50% de plus que ce qui a été autorisé par le gouvernement. Donc ça se passait, c'était souvent le cas avant les Jeux. C'est pour cela que la régulation de l'intensité de développement foncière, c'est la politique adoptée par le gouvernement. Donc, le gouvernement a essayé de restreindre le terrain actuel réellement développé par les développeurs. Et puis, deuxièmement, pour réduire à de 30% des emplois à l'intérieur du troisième périphérique. C'est un souhait. C'est un souhait. Donc, le but n'était pas atteint en fait. Ce chiffre de 30%. Mais pour la banlieue nord, pour créer les emplois sur place dans la banlieue nord, nous l'avons fait. Si vous voyez la situation d'emploi cette année, dans la banlieue nord, autour des zones résidentielles, il y a déjà des zones d'emploi, des bassins d'emploi très dynamiques. Donc ces habitants-là n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler au centre-ville de Pékin. En même temps, il faut avoir aussi une économie d'échelle. Pour réguler le développement du centre-ville ou pour réduire le nombre d'emplois créés au centre-ville, sauf s'il y a un grand problème au centre-ville et le gouvernement doit faire face à ce problème, sinon c'est très difficile d'avoir cette politique volontariste qui soit réussi. Donc, le plus nouveau plan de planification de Pékin, il stipule que il faut canaliser les flux à partir du centre-ville envers les banlieues. Donc, il faudrait déplacer certains nombres d'emplois vers l'extérieur. C'est ce qui est en train d'être fait. Et il y a déjà des choses faites là-dessus. Peut-être élément de contexte. À Pékin, il y a donc une vision nord-sud, le nord est plus développé que le sud. Il y a un nord-est développé que le sud-ouest. Deuxième élément, dans la banlieue nord se développe beaucoup de choses, et c'est dans la banlieue nord qu'il y a aussi l'aéroport, et petit à petit la ville rattrape un peu l'aéroport. Deuxième élément de contexte, la Chine modifie ses règles d'urbanisme, modifie sa philosophie en matière d'urbanisme vers plus de régulation, et en cause la régulation foncière. Le but aussi était marquant pour non seulement pour la Chine, mais aussi pour Et le troisième élément de contexte, c'est que Pékin cherche depuis très longtemps à déconcentrer l'emploi du centre vers les périphéries. C'est sûr que Pékin, c'est aussi chinois, en particulier de déconcentrer l'emploi industriel. Et cet emploi industriel se déconcentre vers les lointains banlieues chinoises, mais parfois dans de tellement lointaines banlieues qu'on n'est plus à Pékin. Et on est dans la province de Hebei, qui est extrêmement industrielle. La province de Hebei, une des régions les plus industrielles de Chine. Et sa production industrielle participe aussi à la production de polluants atmosphériques qui viennent ensuite toucher Pékin. Donc Pékin est mal situé quelque part, au regard encore de la situation constituée d'un point de vue des régimes des vents, de la topographie, mais aussi mal situé d'un point de vue de la géographie industrielle chinoise. Une question, Pascal Recordel, laboratoire légal de l'Université du Havre. Je travaille sur l'évaluation de la planification et une des questions clés, c'est de pouvoir différencier les bonnes planifications des mauvaises planifications.
tout va dépendre, c'est un enjeu pour Paris 2024, puisqu'on a un objectif de faire des Jeux Olympiques qui soient soutenables, et donc la partie va dépendre de notre capacité à évaluer et à améliorer le système d'évaluation. J'ai compris que le système d'évaluation reposait sur 5 indicateurs. Est-ce que ce système a évolué depuis les années 2010 ou est-ce qu'on est toujours sur ce même système de 5 indicateurs, qualité, quantité, etc. en ce qui concerne la planification des transports sur les grands points? 其实我本身也是学规划的。 En réalité, je suis urbaniste de formation. Donc, si l'on doit évaluer une planification, si j'ose dire, c'est une douleur et une joie parce que je suis urbaniste et je dois évaluer ma propre planification. Pourquoi c'est une joie et une douleur? Surtout en ce qui concerne Pékin, une ville qui se développe très vite. Ce développement effréné entraîne deux conséquences. Premièrement, il y a toujours des surprises. Nous sentons que la vie change autour de nous. Deuxième conséquence, pour nous, les urbanistes, les planifications doivent évoluer en constance. Donc si vous me posez la question sur la valeur d'une planification, comment distinguer les bonnes et les mauvaises? Je pense que ce n'est pas une question qu'on peut répondre rapidement. Parce qu'il faut distinguer de différentes catégories de planification. Il y a de différents systèmes de planification et qui ne sont pas toujours compatibles. Pendant le développement d'une ville, si un système fait faille, cela va se sentir. Par exemple, le système de transport, il n'y a pas assez de transport, les routes sont bouchées, et s'il n'y a pas assez d'égouts, on n'évacue pas les eaux usées assez vite. Et ce sont toutes des questions qu'il faut répondre à la fois en même temps lors de la planification. C'est un système extrêmement compliqué et sophistiqué. Si une planification est mauvaise, ou certains disent que les planifications urbaines sont inutiles, il y a des arguments valables pour soutenir que les planifications urbaines sont inutiles. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans une ville. Alors on remet en cause les urbanistes. Je pense qu'il s'agit d'une critique qu'on doit prendre dans sa globalité. Pourquoi il y a des failles? Pourquoi il y a des choses qui ne vont pas? Pour moi, tout ce qui existe a ses raisons. L'existence justifie sa propre existence. Si il y a des failles, s'il y a une évolution, cela peut être le fruit de nombreux facteurs. Je pense que si notre ville, si Pékin évolue dans le bon sens, nous devons accueillir à bras ouverts les dernières évolutions, les changements. Si, dans le cas contraire, les derniers changements rendent notre ville pire et non pas meilleure, je suis certain que d'ici quelques années, ce mauvais changement disparaîtra. Et revenons à mon sujet. En tant qu'urbaniste et planificateur, pourquoi pour moi c'est une douleur, une joie d'évaluer une planification? Eh bien la douleur, c'est parce que je suis urbaniste et je ne veux pas que la planification change. Je veux que tout soit mis en œuvre exactement en fonction de ma planification. Je pense que si la planification était respectée dans son intégralité, tout ira bien. Et pourquoi c'est une joie pour moi? Parce que je veux rendre nos villes meilleures. Donc, je vais au travail tous les jours en me projetant à long terme. Que deviendra Pékin d'ici 20 ans, d'ici 30 ans? Mais est-ce que ma planification est bonne ou je crois que c'est aux autres de le juger? Comment distinguer les mauvaises et les bonnes planifications?
de différentes personnes à de différentes réponses. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a beaucoup de sentiments en Europe. D'autres questions? 有其他的问题吗？ On arrive vers la fin de la séance. 那我们今天的研讨会已经接近尾声了。 Merci beaucoup à tous pour votre présence. 非常感谢大家，感谢郑明。